get ready for the medley event. Now come on, sport. Nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir trois femmes au pouvoir de la communication de leur club. Je voulais connaître à peu près votre parcours. Comment on arrive à la tête de la communication de son club? Alors je pose la question à Julie. La plus vieille au hasard. Allez. Du coup, moi j'ai fait une licence information communication et j'ai fait mon stage de 3e année de licence, donc un stage de découverte non rémunéré au FCMS. C'était un objectif que j'avais quand j'ai commencé ma licence. Et ensuite, j'ai intégré un master en management des organisations sportives en alternance au FCMS. Et je suis jamais vraiment partie depuis. Donc, j'ai enchaîné 3 postes, chargée de com, responsable com et aujourd'hui directrice communication. Et ça va faire bientôt 12 ans que je suis là depuis mon premier stage. Waouh. Ben, Colline, à ton tour. Alors, j'en suis pas à ce niveau d'expérience-là, mais pareil, une licence com. Ensuite, j'ai en parallèle commencé la photo. J'ai commencé par la photo. Après, j'ai fait un master 1 communication, un master 2 communication du sport. Je me suis déjà lancée en tant que freelance à mon compte. Je travaillais pour le Strasbourg Handball. Et ensuite, il y a eu une opportunité de revenir dans ma ville natale qui est Nancy. Et donc, me voilà depuis 2 saisons Nancy Handball, en charge de la com. Léa. Et puis moi, j'ai fait une licence TAPS pendant 3 ans et après une école de commerce dans le sport. Alors moi, je suis pas de l'Est, j'étais de Nantes. J'ai fait pendant mes 2 années de master un stage au Nantes Métropole Futsal. J'ai un petit peu touché à tout et puis je suis arrivée ici maintenant il y a 2 ans et demi. C'est ma 3e saison. Je compte en saison, c'est plus simple. Ouais, Léa, tu peux te rapprocher un petit peu du micro? C'est mieux? Ouais, c'est parfait. Okay. Léa, t'as pas une anecdote à nous donner là maintenant? Allez, maintenant une petite anecdote autour de cette table. Ok. Alors, j'ai fait mon mémoire sur la féminisation des postes à responsabilité dans le sport business. Et pour cela, j'avais interviewé Julie à l'époque. Qui, lorsque je faisais mes interviews, je voulais à l'époque venir faire quelques petites expériences sur Metz, mais pas forcément trouver du boulot à la suite de mes études, pas tout de suite. Et je demandais à Julie, est-ce que à ce moment-là, il y avait une opportunité ou pas au FCMS de venir aider, même juste le soir de match. Et elle m'a dit, pour l'instant non au FCMS, mais je crois qu'à Metz Handball, ils sont peut-être un petit peu moins structurés. Donc voilà, j'ai envoyé un petit message au Metz Handball et effectivement, pur hasard, il y avait une offre pour le poste de chargé de com. Voilà. Julie, qu'est-ce que tu en penses de cette petite anecdote, ça? Ça m'a fait un petit quelque chose quand j'ai vu sur LinkedIn. J'ai reconnu tout de suite le nom et le prénom, parce que je m'en rappelle bien quand on a eu notre entretien, parce que c'était la période du confinement. Et du coup, ça m'a fait plaisir pour elle. Et puis je me suis dit que si j'avais pu permettre à l'orienter dans la bonne direction, parce qu'après c'est évidemment grâce à elle et son talent qu'elle a été prise. Et voilà, si j'avais pu permettre de bien l'orienter, tant mieux. Et le sport, pourquoi le sport? Et surtout, je vais vous poser une question qui est peut-être anecdotique, mais est-ce que vous avez été ancienne sportive? Voilà, et pourquoi avoir choisi justement l'orientation du sport dans la communication? Qui répond? Vous parlez, vous faites quand même à la maison? Pour ma part, j'étais en sport-études. Alors, je fais du sport depuis toute petite. Mes parents, très sportifs. Dans ma famille, on suit toutes les compétitions à la télé. Quel sport? Voilà. Et, Lequel sport? On veut savoir lequel. Qu'on suit? Non, celui que tu faisais toi. Je faisais de l'athlétisme. Voilà, sprint, longueur. D'accord. Et j'étais donc en sport-études au lycée. J'ai arrêté à la fac, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a apporté la compétition, le haut niveau, la rigueur. Voilà. C'est quelque chose que je comprends le quotidien des sportifs, donc c'est important aussi, je pense, dans notre métier de pouvoir les comprendre. Et c'est ça ce qui m'anime, c'est vraiment cette passion du sport depuis toujours. Vous, c'est pareil? Moi, j'ai commencé par la natation synchronisée. Voilà, donc vraiment un sport qui n'est pas très très connu. Et ensuite, bien évidemment, du handball. Sauf que moi, j'aimais beaucoup faire du handball, mais je crois que le handball ne m'aimait pas. Donc, j'ai vu que j'allais pas percer là-dedans. Donc, on va en discuter après, si voilà. tu veux. Et je me suis dit, et vu que j'adorais le milieu de la communication, je me dis, on va aller associer les deux, quoi. Mais voilà. Bon, toujours du sport depuis toute petite, quoi. D'accord. Julie, pareil? Alors moi, j'étais passionnée de sport. Dans ma famille, il y a beaucoup de sportifs. Moi, malheureusement, j'ai pas leur talent. J'ai testé plusieurs sports, mais c'était pas toujours très fructueux, même si ça me fait toujours du bien de faire du sport. Mais un
très petit niveau. Et par contre, j'ai toujours eu la passion du sport. Je voulais d'abord être journaliste sportive quand j'étais plus jeune. Et voilà, ça a toujours été quelque chose qui me passionnait. Donc on peut le dire, hein, vous avez baigné dans le sport. Hein. C'est vrai qu'on n'arrive pas, à mon sens, dans le sport par hasard. Vous n'êtes pas arrivé dans le sport par hasard, et notamment au sein justement des grands clubs avec lesquels vous travaillez. Mais est-ce que vous avez été confronté à certaines remarques par rapport à votre poste, par rapport au fait que vous êtes des femmes, on peut le dire, et surtout, est-ce que ça vous a permis de vous adapter ou d'accepter des critiques ou ne pas les accepter? Comment, en fait, vous avez évolué vis-à-vis des remarques extérieures? Moi, au tout début, quand j'ai commencé par la photo, j'ai eu très vite des remarques. Non, mais vraiment, je l'assume totalement, sur la manière dont je venais faire les photos, de la manière dont je m'habillais. Voilà, il y avait des réflexions comme ça. Ouais, quand même. Voilà. Donc, j'ai très vite calmé les choses, et je pense que c'est ce qui m'a permis par la suite d'avoir vraiment les épaules, et en plus maintenant d'évoluer dans un sport masculin. Et ça m'a forgé une carapace, et en fait, j'ai pu rien laisser passer par la suite. Donc, dès le début, en fait, quand je venais faire des photos, j'avais des réflexions. Ah, donc tu viens en robe pour faire des photos? Oui, ah donc, ouais, quand même. Moi j'ai connu ça, et je pense que dès le début, faut se forger un caractère et une carapace et ne plus rien laisser passer. Et maintenant, j'ai plus aucun souci avec ça, quoi. Enfin, j'ai plus jamais eu de remarques après par la suite. Et vous, c'est pareil? Vous avez eu ce genre de réflexion ou différentes? Bon, des réflexions de ce genre, oui. Après, nous, au FCMS, on a la chance d'avoir une femme directrice générale. On est le seul club de foot français à avoir une femme. Donc, pour nous, c'est pas un sujet, on va dire, en interne. Après, voilà, ça vient plus de l'extérieur, on va dire. Oui, je parlais de l'extérieur, pas forcément de l'interne. Hein. C'était vraiment plus de l'extérieur. Enfin, voilà. Pas forcément que de l'interne. Hein. Honnêtement, je trouve qu'on me trouve plutôt épargnée. De mon côté. Moi, quand au début, je voulais travailler dans le foot. Si un jour j'y arrive aussi, je serais très ravie, mais le hand me convient parfaitement pour l'instant. Quand j'ai annoncé vouloir travailler dans le monde du foot masculin, j'ai eu beaucoup de remarques en me disant qu'une femme ne connaît rien au foot, que j'y arriverais pas parce que c'est très fermé, et que comme je connaissais rien, et que je venais mais je savais même pas ce que faisait un joueur sur le terrain, pour eux, en gros, je n'avais pas ma place. Et ça m'a motivée à me dire, je veux leur prouver qu'en fait, je vaux mieux qu'eux, et que c'est pas un homme ou une femme, c'est une personne, et que peu importe qui on est, c'est ce qu'on apportera qui changera la donne, et qu'il n'y a pas de genre en fait dans les métiers, c'est vraiment la personne qui compte. Voilà. Oui, vas-y, Colline. Ah non, c'est bon. Moi, justement, dans mon activité, j'ai été amené à travailler avec pas mal de femmes qui sont directrices ou en chargée de communication. Et j'ai remarqué que vous avez ce côté en plus. Rigoureuse. Non, mais c'est vrai, je vais être honnête, hein, beaucoup plus rigoureuse. Artistiquement, vous avez aussi une touche supplémentaire. Après, je sais pas vraiment pour vous faire des éloges, mais c'est vraiment ce que j'ai remarqué. Je pense que s'il y avait des métiers, si les femmes étaient plus rigoureuses que les hommes, elles seraient peut-être plus PDG que les hommes. Après, nous, dans l'équipe, en tout cas, on est 6, on est 3 filles, 3 garçons. Après, je pense que c'est des qualités propres à chacun. Je pense que pour accéder à ce type de poste, forcément, il faut un petit peu de créativité, il faut beaucoup de rigueur, une capacité de travail importante, être capable de bien s'organiser, de switcher d'une tâche à une autre, parce qu'on est tous multitâches. Et je pense pas que ce soit propre aux femmes. Je pense pas qu'il y ait des qualités propres aux femmes et des qualités propres aux hommes. Mais par contre, il y a des qualités propres au métier de la communication. Après, effectivement, peut-être que ça en trouve plus les portes aux femmes dans le monde du sport, et tant mieux, il faut bien qu'on rentre par une porte. Si c'est celle de la communication et qu'après ça en ouvre d'autres, ma foi, j'ai envie de dire, c'est pas plus mal. Mais nous, en tout cas, au FCMS, on est dans le service, 3 filles, 3 garçons. Il y a des garçons créatifs, des filles qui le sont moins. Il y a des garçons qui le sont peu, effectivement. Voilà. Après, c'est vraiment les qualités, les défauts, les qualités et défauts de chacun. On est d'accord autour de cette table? Tout à fait. Ouais, tout à fait. Après, est-ce qu'il n'y a pas un côté plus relationnel avec les femmes et les sportives? Je sais pas. C'est vrai que c'est propre à chacun. On va avoir des manières différentes de travailler tous, même nous 3, ça se trouve, etc. Donc, je pense pas qu'il y ait des qualités parce qu'on est une femme, mais plus des compétences différentes, quoi. Et comment ça s'organise une journée, vos missions d'une journée? Je vais pas parler d'une journée basique et d'une grosse journée d'avant-match, par exemple. Comment ça s'organise justement, et quelles sont les tâches sur lesquelles ça demande beaucoup d'implication de votre part ou de vos équipes?
Alors, Par exemple, le dernier match contre Bucarest, tu peux nous en parler un petit peu de tes missions, de tes multiples missions avant un match? alors le jour de match, c'est un petit peu plus simple maintenant vu qu'on est 2 dans l'équipe. J'ai un alternant qui m'a rejoint en septembre, donc on arrive bien à anticiper le jour de match pour être plus simple, plus zen, moins à courir partout. Donc le jour de match, généralement le matin, on travaille pour la suite qui a déjà après les matchs, et puis on arrive sur place, on installe tout, on installe la zone mix, on installe la conf de presse, on installe les LED, le chronoscore, on vérifie que tous les visuels sont bons, on programme pour le coup d'envoi, on prépare les visus pour la mi-temps, et puis on s'appuie sur une bénévole aussi qui nous fait nos stories là, pendant les matchs, donc avant match, pendant et après, donc ça nous soulage bien aussi pour nous créer maintenant du contenu autour. On prend nos appareils photo, on va faire des vidéos de la tribune supporter, de la tribune famille, des partenaires, des joueuses pendant l'échauffement, et ça nous permet de créer encore plus de contenu. Mais c'est ça, c'est vraiment s'organiser en amont de ce match, parce que cette journée, elle commence à 8h30, 9h, elle termine après vers... officiellement, on va dire 22h, mais ça peut finir encore plus tard parce qu'il y a le salon partenaire, il y a les joueuses qui montent dans les salons, il faut s'assurer que tous les interviews soient faits, et puis il faut ranger parce qu'on est une petite équipe, donc il faut ranger les salons, il faut ranger toute la salle, les infrastructures, donc ouais. Et vos tâches, à vous, Julie et Colline, elles sont similaires, pas forcément avant les matchs, mais l'organisation, parce que je voudrais aussi qu'on parle du match, bien sûr, mais de l'organisation au quotidien. Je pense que c'est vraiment peut-être la plus grosse charge de travail que vous avez, c'est comment vous préparez tous les événements, tous les matchs au quotidien. Donc, quelles sont vos tâches au final du lundi au vendredi? Mais en fait, je pense que les journées ne se ressemblent pas, quoi. Ah. C'est-à-dire que, voilà, et des temporalités dans l'année, je veux dire, les intersaisons, je trouve que c'est le moment qui est en termes de travail, de masse de travail, c'est assez important parce qu'on prépare toute la saison. On travaille pas match par match. On a une vision assez globale sur la saison. Que ça soit de l'élaboration du maillot, du shooting photo en août jusqu'à les semaines où il n'y a pas de match, on va plus avoir des tâches administratives dans notre métier. Les semaines de match, on va avoir tout le travail en amont. Et en fait, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes pensent que nous, pendant les matchs, on s'assoit, on regarde le match et après, la vie s'arrête, quoi, pour nous. Sauf qu'en fait, il y a un très gros travail le lendemain, l'après-lendemain, etc. Et pendant le match, en fait, on voit peut-être 10 minutes du match parce qu'il y a plein de choses à faire, il y a du contenu à prendre, il y a du community management, etc. Donc en fait, on est sur tous les fronts les jours de match, mais les semaines, on prépare justement toute cette communication, toute notre création de contenu. Et puis, on pense directement aussi à septembre prochain, là on est déjà en train de préparer les maillots, etc. Donc en fait c'est de l'anticipation, de l'organisation. Donc en fait les journées ne se ressemblent pas, et c'est ce qui est super dans notre métier, je pense. Bon, je pensais que pour un club comme l'UFC Metz, avec sa grande équipe, l'équipe phare aussi de Metz, ça doit être beaucoup de travail, la communication, non? Alors il y a beaucoup de travail, on s'ennuie jamais, c'est sûr. Après c'est sûr, le fait que je sois là depuis longtemps fait aussi que, au fil des années, on a commencé à me faire confiance et le service a pu se développer en lien avec le développement de nos infrastructures, et aussi le fait qu'on ait passé quelques saisons d'affilée en Ligue 1 avant la relégation de l'été dernier. Donc on a pu se structurer, effectivement. C'est la première fois qu'on est autant au service communication. Donc on est 5 emplois de temps plein et un alternant. Un alternant qui est là depuis longtemps, donc c'est vrai qu'il est important pour nous. Et du coup, le service, au début, on était surtout un service média et presse. Aujourd'hui, on va gérer d'autres choses. On a réinternalisé la boutique, donc avec les équipes de Bertrand. Donc, on gère la partie merchandising, design de maillot aussi. On va s'occuper aussi, on va faire de la RSE notamment. On a beaucoup de sujets. C'est un sujet quand même qui prend de plus en plus d'importance. Donc, par exemple, le premier bilan carbone de la SASP FC Metz a été réalisé par le service communication. Donc, est-ce que c'est pas féminin, ça? C'est un garçon qui l'a fait. C'est vrai? De RSE? C'est un garçon qui est un homme, en tout cas chez nous, qui a mené le bilan carbone. C'est extraordinaire. Pareil, si c'est une activité qui permet aux femmes de rentrer dans les clubs de sport plus facilement, tant mieux. Mais en tout cas, je pense pas que ce soit que féminin. Tout le monde, en tout cas, devrait s'en préoccuper, pas que les femmes. Je suis d'accord. Et justement, est-ce que vous avez conscience aussi que vous êtes des exemples pour vraiment des exemples? Aujourd'hui, moi, j'ai des stagiaires régulièrement, des filles stagiaires qui aimeraient avoir vos postes, qui aimeraient aussi intégrer des clubs au sein de la communication. Est-ce que vous avez idée
que vous êtes aussi des modèles par rapport à ces jeunes filles? Alors, moi, si je peux me permettre, je trouve que, en tout cas pour ma part, le mot modèle est très fort. Je pense que le poste fait rêver, et pas Julie Decker qui fait rêver, ou ce qu'elle fait. Mais après, voilà, c'est vraiment le poste en lui-même. Après, voilà, pour moi, une personne qui a un modèle, une femme, en l'occurrence, puisqu'on parle beaucoup de femmes, c'est Hélène Schrub, qui est notre directrice générale, voilà, à moins de 40 ans. Ça, oui, ça force le respect. Après, voilà, en tout cas, pour ma part, je ne me suis jamais sentie comme ça. Et tant mieux s'il y a des stagiaires qui ont envie de venir chez nous. Et nous, on en accueille beaucoup chaque saison. On est là aussi pour montrer à tout le monde ce qu'on fait et peut-être susciter des vocations. Mais en tout cas, modèle, le mot est un peu fort. Alors, vous êtes des exemples. Quand je parle d'exemples, c'est que vous ouvrez des portes au final. Vous ouvrez les portes du possible aux filles qui font des études de communication et qui se disent, si Julie, Léa et Colline ont réussi à avoir un tel poste, pourquoi pas moi? Voilà, c'est plus le mot exemple en effet. Ouais. C'est le travail aussi. Hein. Enfin, c'est pas du jour au lendemain. Et on peut en parler. C'est beaucoup de travail et je pense quand même qu'en tant que femme, on doit trouver notre place, on doit la forcer un petit peu le destin. Et si ça peut donner envie à d'autres filles, d'autres femmes de travailler dans le sport, c'est génial. Moi, aujourd'hui, j'ai un petit peu regardé avant de venir, dans le handball masculin, sur 32 clubs, on doit être 8, 9, 10 femmes à la dans des postes de chargé ou responsable communication. Évidemment que ça serait mieux si on en avait encore plus, mais je pense que ça évolue quand même. Ça se développe, on en voit de plus en plus, mais c'est pas du jour au lendemain et c'est beaucoup de travail, je pense. Moi, c'est un petit peu le message que j'essaye d'avoir auprès des plus jeunes. Quand des fois on m'envoie un message pour savoir comment on peut arriver là, je leur dis mais il n'y a pas de secret, c'est la motivation, la persévérance, le travail. Quand on me dit, alors c'est pas trop le sujet, mais moi j'ai pas de contact, je peux pas y arriver. Non, même sans contact, tu peux y arriver. Si t'es talentueux et que t'en as envie, tu peux y arriver. Femme ou homme, il n'y a pas de... Voilà, même si actuellement il y a peut-être plus d'hommes à ces métiers-là, dans ces sports-là, parce que c'est plus fermé, mais ça veut rien dire. S'il y a l'opportunité de pouvoir y aller, même si c'est que bénévolement, tu rentres dans le club, tu fais tes expériences, tu te fais remarquer, tu montres que tu es investi et que ça va... Voilà, je pense qu'il suffit de persévérance et de talent et que tout le monde peut y arriver et il faut tenter, parce que qui ne tente rien n'a rien. Voilà. J'adore. Et au quotidien, avec vos équipes, parce que je suppose que vous devez être en charge d'une grande ou d'une plus petite équipe, comment vous organisez le travail auprès de vos équipes? Comment vous déléguez, surtout au quotidien? Apparemment, c'est Julie qui a la plus grande équipe, je crois. Oui. Ils t'ont tous regardé. C'est pas facile de déléguer déjà quand on a fait forcément le travail de nos équipes avant, toute seule ou presque. Mais faut apprendre à faire confiance, à essayer de... en fait, on devient manager, ce qu'on n'était pas avant. Et ça a des avantages et des inconvénients. Et c'est vrai qu'on apprend un peu tous les jours à devenir pour ma part, à devenir un manager, à essayer de faire de la meilleure manière possible. C'est pas évident, parce qu'on faut pas tomber dans la réunionnite aiguë, parce qu'on est souvent quand même dans l'action, dans l'urgence, il y a toujours beaucoup de sujets. En même temps, il faut savoir prendre le temps de pouvoir échanger, de faire des points réguliers avec les équipes. C'est vrai que nous, on a beaucoup de sujets transverses au sein du service, mais aussi avec les autres services. Puis je pense, comme les filles, un service com, on est aussi en lien avec les supporters, avec les centres de formation, avec toutes les composantes du club. Donc moi, la difficulté n'est pas tant de gérer les tâches des gens qui sont dans le service, mais c'est plutôt de bien s'organiser par rapport à tout ce qu'on nous demande dans le club et toutes les entités du club. Savoir prioriser à un moment donné, donner un petit peu la lumière à chaque projet, tout en gardant notre ligne de mire et les objectifs du club. C'est plus ça, je pense, la difficulté, en tout cas pour moi. Moi, je suis toute seule dans mon poste. Et en fait, dans beaucoup de sujets, on est quand même dans la communication le dernier maillon de la chaîne. C'est-à-dire le service commercial va avoir besoin d'une plaquette, etc. Nous, on va créer la plaquette au terme visuel. Je disais pareil tout à l'heure, la création de maillots. On est un petit peu à chaque fois le dernier maillon de la chaîne.
Et c'est très bien. Mais donc moi, je délègue pas parce que justement, on me demande des choses. La communication, on demande de la création de contenu diverses, hein, vidéo, photo, graphisme, etc. Donc pour l'instant, je délègue pas, mais j'aimerais beaucoup. Si je voulais passer un petit message aux stagiaires, aux alternants qui voudraient travailler avec vous, quelle serait la qualité ou les qualités qu'ils auraient besoin d'avoir pour travailler avec vous, individuellement ou directement avec vous? Moi, être passionné de sport. Aujourd'hui, je reçois beaucoup de candidatures et c'est ce qui manque. C'est des gens qui ont envie de faire ça, qui sont passionnés par le sport. Je pense qu'ils ne se rendent pas compte de la quantité de charge de travail que c'est, du temps que c'est à donner. Et c'est être passionné par le sport, que ça transpire, que ça traverse les veines, qu'on vive les émotions à 100% le soir de match et qu'on aime notre équipe. Et puis la créativité surtout aussi. D'accord. Julie? Moi, la motivation, je dirais. Alors, autant au début, on a recruté beaucoup, c'est vrai, des personnes qui étaient passionnées de foot. Et aujourd'hui, on recrute plus forcément des passionnés de foot. On en a, on l'est pour beaucoup. Alors, ils apprennent tous à le devenir, mais on recrute des gens qui sont toujours en poste, qui au début n'avaient aucun intérêt pour le foot. Et c'est vrai que ça nous apporte, alors on peut se le permettre quand on devient une plus grande équipe, hein, on est d'accord, mais ça nous apporte aussi un regard extérieur et différent qui nous permet des fois de prendre un peu de la hauteur quand nous, on est dans notre côté aussi un peu supporter. Alors je dirais surtout la motivation parce qu'effectivement il y a beaucoup de sujets, on ne demande pas forcément une grande expérience au final parce qu'on ne va pas attendre des stagiaires qui aient déjà 10 ans d'expérience, mais voilà, je pense vraiment quelqu'un qui est vraiment envie d'être là. Et Colline? Moi, je dirais la curiosité. S'intéresser, mais pas forcément qu'au sport, mais par exemple sur la création de contenu, de voir ce qui se fait ailleurs, dans d'autres domaines, etc. Donc je dirais la curiosité et vraiment la motivation aussi, parce que effectivement des passionnés, c'est bien d'être passionné d'un sport. J'ai fait depuis 15 ans du sport, oui, mais la motivation et l'envie d'apprendre aussi, ça c'est hyper... En fait, ne pas savoir quelque chose, c'est normal, enfin tout le monde commence quelque part, mais en fait de montrer qu'on a envie d'apprendre et d'aller plus loin, je trouve ça c'est hyper important. Donc je dirais les deux points là. Et si je peux me permettre, avoir du bénévolat est un plus sur son CV. C'est-à-dire quelqu'un qui veut être community manager, qui n'est pas community manager bénévole de son club de foot, de karaté ou de couture, c'est un peu gênant. C'est quand même bien quelqu'un qui veut être journaliste, mais qui n'a jamais écrit d'article, même sur son temps libre, pour un site internet. C'est un peu dommage. Ça démontre pas d'une grande motivation. Et voilà, ça pour moi c'est important. Il y a plein de choses qu'on peut faire justement par soi-même. Pareil, quelqu'un qui est passionné de photos. Aujourd'hui avec des iPhones, tout le monde a un iPhone, on peut faire des choses sacrément artistiques, donc sans avoir de grands moyens. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui me paraît important. Mais c'est très important de le dire parce que c'est vrai qu'on s'en rend pas forcément compte que travailler dans la communication, ça s'improvise pas. Ça s'improvise pas. Et justement, la communication, c'est une part d'innovation. On innove assez régulièrement. Quand je parle d'innovation, c'est une manière de voir différente, de proposer du contenu différent. Justement, comment vous imprégnez justement ces innovations? Où allez-vous chercher vos inspirations au quotidien? Voilà, comment vous faites? Dans nos métiers, ça change continuellement. Enfin, voilà. Il y a 3 ans, on parlait encore pas de TikTok. Et moi, par exemple, maintenant, c'est devenu une source d'inspiration. Enfin, je passe énormément de temps sur TikTok, mais pour chercher de l'inspiration et voir ce qui fonctionne pas. Je regarde beaucoup de formats sur YouTube aussi, voir ce qui fonctionne pas, de voir dans les autres pays. Je pense qu'en fait, encore une fois, revenir à la curiosité, et c'est vu que notre métier change tellement tout le temps, on doit, pour pas être des vieux boomers, faut s'intéresser à plein de choses et comprendre les nouveaux codes de nos nouvelles cibles, etc. Donc en fait, c'est de la curiosité et de regarder un petit peu partout ce qui fonctionne, ce qui plaît et ce que nos cibles ont envie de voir, quoi. Pour ma part, je me suis dit, qu'est-ce qui marche chez les hommes dans les clubs de foot et pourquoi ça marcherait pas chez nous. Donc je m'inspire beaucoup de ce qui se fait dans le foot, mais en France comme à l'échelle européenne ou mondiale, et dans les clubs de hand masculin et féminin au niveau européen, et de me dire, si ça marche chez les autres, ça doit marcher chez nous. Alors c'est vrai, oui, le réseau TikTok marche beaucoup en ce moment aussi, donc forcément on suit les trends, on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut apporter aussi chez nous, mais c'est en continuelle recherche, qu'est-ce qu'on peut ajouter, qu'est-ce qu'on peut innover, qu'est-ce qu'on peut rajouter que quelqu'un n'a pas fait. Voilà, c'est vraiment innover tout le temps.
Je suis assez d'accord avec les filles, je partage ce qu'elles disent. Après, nous, on a beaucoup regardé les autres clubs de foot parce que quand je suis arrivée, au bout de quelques temps, on est descendu en 3e division, donc on avait pris pas mal de retard. Donc c'est vrai qu'on regardait principalement les clubs de foot. Et aujourd'hui, justement, on n'a pas forcément envie de faire... On a rattrapé, je pense, un peu notre retard aussi. On n'a pas forcément envie de faire toujours comme les autres clubs de foot, même si à un moment donné, voilà, on n'invente pas non plus totalement les choses, mais on reste ouvert à tout. C'est-à-dire que demain, on peut être inspiré par un clip de musique, on peut être inspiré par... vu qu'on s'occupe aussi du merchandising, ça peut être une ligne de vêtements qui n'a absolument rien à voir avec le sport, de se dire tiens, ça serait super dans la boutique du FC Metz. En fait, c'est vraiment de rester curieux de tout, quels que soient les domaines d'activité, quels que soient, j'en sais rien, même les couleurs, enfin voilà, des couleurs, parce que du coup, il faut penser à l'équipementier, il faut penser... c'est vraiment... être curieux d'une manière très générale. Et c'est vrai, TikTok, ça a été dur, nous, pour tout le service, pas que moi. Pour tout le service de se lancer, on avait du mal un petit peu. Et puis finalement, pareil, c'est vrai que c'est un réseau sur lequel on doit passer un peu de temps, un peu tous, au final. Mais je pense qu'en fait, on se rend compte qu'au quotidien, on fait de la veille et on n'arrive même pas à décrocher. Le soir, quand on est dans notre canapé, t'es sur un autre sujet, tu te dis, ça pourrait être bien. Et en fait, même quand plus compte. Voilà, quand tu marches dans la rue, tu te regardes tous les panneaux publicitaires, tu vois les pubs, tu te dis, ah oui, ils ont fait ça comme ça, ok. En fait, on réfléchit en arrière sur ce que nous, on va préparer et il n'y a plus de pause, quoi. Et vous prenez des notes? Comment ça se passe? Toujours prendre des notes? Moi, des photos. Je peux plus aller voir un autre match. Enfin, je vais souvent voir des matchs de foot d'autres équipes ou quand je pars en vacances ou quoi. Mon conjoint, ça le rend dingue et je vais regarder les panneaux sponsors, je vais regarder qu'est-ce qu'ils font comme animation. Alors que lui, j'ai envie de voir le match de foot et c'est vrai que moi, je regarde surtout la côté. Ça devient une vraie déformation professionnelle. Tu sais, une fois, je me suis réveillée en pleine nuit et je me suis dit, faut que je note. J'avais rêvé de ce que je voulais faire et là je me suis dit, bon, là faut que tu prennes des jours de repos parce que là, si ça vient même en dormant, c'est que ça va pas, quoi. Alors moi, maintenant, j'ai un petit cahier sur ma table de nuit pour noter. Alors là, c'est extraordinaire. La veille, c'est hyper important parce qu'en fait, sinon on est vite dépassé. Les autres clubs, parce que c'est quand même des concurrents, mine de rien, prennent de l'avance sur plein de choses, etc. Donc en fait, on est obligé de faire de la veille et on le fait sans s'en rendre compte même. Mais c'est vrai que maintenant, moi, je vais voir n'importe quel match, même un match de hockey, je vais regarder si le panneau LED il est bien, etc. Enfin, on est déformé, ça c'est certain. Mais après, ça veut pas dire qu'on va aller sur toutes les tendances. Après, on prend ce qui nous intéresse et qu'on va tout suivre. Mais voilà, de toute façon, je pense que on le voit là, c'est des formations professionnelles et. Et justement, ça demande justement beaucoup de veille, beaucoup de travail, beaucoup d'actions à mener. Est-ce que justement vos clubs vous allouent des budgets pour ça, ou c'est des choses que vous devez convaincre au fur et à mesure de votre de la saison? Par exemple, je sais pas, on vous donne un budget en début d'année que vous avez la possibilité de dépenser, ou éventuellement vous devez mettre en avant des actions et ensuite trouver les moyens de les financer. Comment ça fonctionne un petit peu au sein de la communication? Chez nous, quand je suis arrivée, il n'y avait pas de budget com. Donc, tu fais avec ce que tu as. Voilà, au fur et à mesure, cette année, on a réussi à lancer... Enfin, l'année dernière, déjà, on faisait quelques campagnes sponsors sur quelques matchs. Maintenant, on a un petit budget pour chaque match, réussir à faire des campagnes sponsorisées. Donc ça, c'était déjà une victoire. Et puis, par le fait qu'on avait augmenté notre communauté sur les réseaux, j'ai réussi à convaincre le président pour qu'on puisse investir dans un peu de matériel, parce que c'était mon matériel perso. Donc, on a pu avoir un appareil photo pour faire des vidéos maintenant. On manquait de pouvoir faire des contenus de très bonne qualité, la recherche... d'une belle action avec un but au ralenti, les émotions de très près, ce qu'on peut pas voir forcément à la télé ou depuis les gradins. Ça, on n'arrivait pas forcément à pouvoir le remettre de très bonne qualité sur les réseaux. Et c'était un petit peu l'argument de lui dire oui, il faut qu'on passe par là pour apporter encore plus de contenu de qualité. Et là, ça fonctionne comment? C'est Léa qui vient avec sa liste d'argumentation et qui vient justement dire si je fais pas ça, je pars. Non, je rigole. La liste de courses. Non, mais comment ça fonctionne? Parce que c'est très intéressant de voir quand on veut mener des actions, parce qu'on est constamment en veille et vouloir les mettre en place. Donc là, tu avais besoin de matériel. Comment tu fais concrètement? Pardon. Voilà, c'est faire comprendre au club qu'on en a besoin pour avancer, qu'on est quand même le club le plus titré du sport féminin, champion de France, etc. Donc, il faut aussi qu'on soit cette image-là. Et aujourd'hui, c'était faire comprendre à la direction qu'il y a des clubs plus petits qui ont ces moyens-là et que c'est pas normal que nous,
on puisse pas mettre ça en avant. Donc c'était ça mon argument majeur, et de faire comprendre que on doit aller par là, et que même pour nous au quotidien, on doit aussi se renouveler. C'est pour que ça soit encore plus plus facile, on va dire, voilà, plus passionnant. Donc c'était une case obligatoire. Voilà. Et vous, Colline et Julie, justement, vous avez des budgets par rapport aux actions que vous menez ou... Alors moi, j'ai pas de budget défini, c'est un peu coup par coup. Par exemple, là, en décembre, c'était la Saint-Nicolas, donc j'ai demandé un budget pour qu'on offre un pain d'épices à tous les enfants. Enfin voilà, donc en fait, c'est un peu du coup par coup en fonction des thématiques de match, etc. Mais voilà, on ne devient pas le Real avec un stylo bic. Donc, à un moment, faut mettre aussi les moyens pour avoir des choses, même si on arrive à s'en sortir un peu, voilà. mais oui, il faut mettre du budget dans la communication, et de plus en plus, les clubs commencent à avoir des vrais budgets communication qu'on voyait pas il y a peut-être 10 ans. En tout cas, je parle dans le handball. Hein. Mais, et de plus en plus, mais moi, pour le coup, dans mon poste actuellement, c'est un peu coup par coup. J'ai pas un budget défini. C'est plus facile de vendre, de dire, j'ai tel projet, j'ai telle action. Est-ce qu'on peut débloquer ça, que dès le début de l'année, avoir une enveloppe. Mais après, c'est des modes de fonctionnement propres à chaque club. C'est similaire aussi à vous, Julie ? Non, nous, du coup, c'est plus cadré. Je pense parce qu'on a la DNCG aussi dans le football. Nous, courant mars, on rend un budget option Ligue 1 ou Ligue 2 à notre direction générale avec des lignes selon les types de dépenses et on justifie. Voilà, il y a des choses habituelles, l'impression du programme de match. Il y a des choses qu'on peut budgéter à l'avance. Après, on essaye de savoir un petit peu à l'avance ce qu'on veut proposer la saison prochaine, les gros investissements. Alors après, pour le service com, il n'y en a pas toujours beaucoup, parce que même si on a la chance d'avoir un budget qui s'est considérablement développé ces dernières années, il n'y a pas des gros investissements tous les ans qu'on va demander. Mais si on veut un nouveau logiciel pour le montage vidéo ou ces choses-là, en gros, on essaye de l'anticiper avant mars pour pouvoir le demander. Et ensuite, on discute avec la direction générale si elle est d'accord, pas d'accord, ou alors nous demande de faire des efforts sur d'autres postes de dépenses pour pouvoir valider l'achat d'un appareil photo ou d'un stabilisateur. Et on essaye d'être raisonnable aussi dans ce qu'on demande, parce que surtout en année de descente, faut faire forcément des efforts. Et après, effectivement, il peut arriver de demander un budget exceptionnel. Ça va dépendre aussi forcément du contexte sportif et puis de l'actualité. Ça avait été le cas, par exemple, pour les 90 ans du club. On ne l'avait pas du tout budgété. Et puis là, on a été présenté au président, à la direction générale. Voilà nos idées d'action, voilà ce qu'on a budgété. Est-ce que vous êtes partant ou pas ? Ah oui, c'est vraiment très encadré. Notre DG rigole pas. C'est très encadré, mais ça a des avantages aussi. Mais c'est pas plus mal. Ouais, ça a des avantages aussi, ouais. Et on va finir, on a bientôt terminé. Moi, la question que je voulais vous poser, c'est quel serait votre poste ultime dans la communication ? Aujourd'hui, je pense que vous êtes peut-être plus haut ou différent. Quel serait votre poste ultime ? Ou, je vais vous poser la question différemment. Dans 10 ans, vous serez à quel poste ? Bon, moi, en tout cas, c'est le poste que je rêvais de faire quand j'avais 18 ans. J'aurais même pas cru pouvoir y accéder un jour, d'ailleurs. Donc, pour moi, j'ai déjà mon poste de rêve. Après, c'est plutôt... j'ai pu voir on va dire 10 ans, vraiment, en tant que salarié, et 12 ans depuis que je suis là, que le poste, il a vraiment évolué entre être toute seule à tout faire avec des bouts de ficelle, un peu comme, je pense... vous à ce jour, et aujourd'hui tout ce qu'on peut faire dans le service com et puis les moyens humains, financiers qu'on nous alloue, j'ai envie de dire que l'idée c'est d'aller encore plus loin avec plus de monde et faire toujours plus et encore mieux et encore plus se professionnaliser, parce qu'au final ça nous donne envie encore de faire mieux, mais pour moi c'est toujours là que je me vois. Et vous les filles, Léa ? Moi pareil. C'était le métier, c'était la place où je voulais être, dans un club, dans la com, au cœur d'une équipe. Voilà. Après, dans 10 ans, dans 15 ans, où est-ce que je me vois ? Alors peut-être avec encore plus de responsabilités, en espérant que le club se soit développé pour pouvoir rentrer du monde à l'équipe com, à l'équipe market, à l'équipe merchandising, événementiel, voilà. Qu'on puisse être encore plus grand. Mais ici, aujourd'hui, je suis très bien au club, donc voilà, pourquoi pas là, ou j'en sais pas, un jour peut-être dans une équipe de France, ça me ferait, ça me ferait bien rêver aussi, ouais. Ouais, ce serait superbe ça. Et Colline, pour terminer ? Ouais, l'objectif c'est de gravir les échelons petit à petit avec du travail. Encore une fois, c'est pas parce qu'on est arrivé, moi aussi je voulais ce poste-là absolument, qu'il faut se reposer sur ses lauriers, il faut avoir envie d'aller encore plus loin.
Vraiment, dans l'objectif dans 10-15 ans, moi j'aimerais bien être directrice d'une agence d'image ou quelque chose comme ça, ou dans d'autres sports. Pour l'instant, je suis très bien où je suis, mais on ne sait pas de quoi demain est fait. Donc, mais gravir les échelons, ça c'est sûr. Bon, mais on termine là-dessus. Merci beaucoup les filles. Communication et sport, je vous rassure, ou pas, les femmes sont au pouvoir. C'est sûr, les femmes sont au pouvoir. Merci à vous et puis à très bientôt. That was the media vet presented by Come Sports. Thank you for listening.